dans la logique des choses, on a vu ce matin, on a examiné tous les aspects d'innovation, et de modèles et de tech de manière exploratoire, avec, je crois, beaucoup de contenu. Ça a été objectivement apprécié en vertu du panel qualitatif représentatif que nous avons consulté dans les minutes et les heures qui ont suivi. Donc maintenant, on va de l'avant sur la question des règles du jeu. Alors, il y a beaucoup de choses, hein. Quand on parlait de métavers, que j'ai reparlé de Lamina One, de Neil Stephenson, il est question parfois d'un métaverse européen, il y a beaucoup de choses. Donc qu'est-ce que ça signifie tout ça? Encore une fois, avec les niveaux des experts qui sont là, on va pouvoir aller vraiment dans le contenu, et ensuite on avancera sur la création. Et comme peut-être, ce que je peux juste ajouter, c'est qu'on est parti d'un panel avec une forte expertise au départ juridique, et on a étendu les choses, c'est ce qu'on voulait faire, notamment avec la dimension environnementale, la dimension wallet, la dimension blockchain dont on a parlé d'ailleurs ce matin, et avec Eric, avec également la dimension donc juridique avec vous deux, et avec, si je me tourne comme ça, c'est pas très bien, pas très pratique pour vous parler, mais ceci dit, dans l'exposition photo, vous avez vu qu'il y en a pas mal qui étaient de dos, donc j'ai essayé d'être cohérent. Et Eric a ce rôle important qu'il joue à la Commission européenne dans tous ces domaines. Voilà. Eh bien, je m'arrête. Et je te passe la parole, Karine. Je suis un garçon timide, alors je préfère m'arrêter. Merci. Merci à vous d'être là. Is there someone speaking English? Because, you know, you have headphone and translation for English people. J'ai oublié de le dire ce matin, et certaines sont venues me le dire à la fin. Donc, c'est terrible. Oh my God, yes. Donc, nous allons parler français. Et donc, à mes côtés, pour effectivement parler de ces règles du jeu, parce que c'est bien tout d'avoir des idées de métaverse, de Web3, mais comment on fait dans ces nouveaux mondes pour avancer, même si on l'a vu ce matin, c'était complètement naissant. Pour en parler, donc, à mes côtés, Inès Léonard Duzzi, pardon, j'allais écorcher ton nom, excuse-moi, fondatrice et dirigeante, entre autres, de Digital for the Planet. On y reviendra tout à l'heure. Isabelle Franchet, également directrice juridique Givenchy Couture, bonjour. Nous avons également, alors que je rate pas mes petites fiches, voilà, Frédéric Montagnon, fondateur et président d'Ariani, je ne me trompe pas, c'est Frédéric, j'ai fait dans le mauvais ordre. On a également Vincent Fauchou, c'est bien ça, qui est avocat chez DDG et avocat associé au sein de cabinet DDG, spécialiste de la propriété intellectuelle et nouvelles techno, et vous êtes également entrepreneur. Blockchain Your IP, c'est bien ça. Et puis Eric Peters également est avec nous. Comment on traduit Deputy Head of Unit? Chef d'unité adjoint. Oui, c'est pas terrible, donc c'est pour ça que j'ai essayé comme ça. En tout cas, sur les questions de régulation et de framework. Qu'est-ce qui rassemble tout ça? Effectivement, ce sont des nouvelles règles du jeu. Et surtout, quand on arrive dans un nouveau lieu, il faut se protéger. C'est bien ça. Et c'est de ça dont on va parler. Il va falloir protéger la marque, juridiquement, protéger le client. La cybersécurité, notamment, doit être garantie. Protéger la planète. Ça, c'est important aussi, soutenir la transition énergétique de ces nouveaux milieux. Et puis, sur le plan politique, protéger la société de la mainmise de certains qui pourraient être sur les données ou qui l'est déjà. Donc voilà un petit peu le sujet, c'est le sujet de la protection. On va y aller plutôt sous cet angle-là, sur les nouvelles règles du jeu, pour y aller dans le sens positif, finalement, de cette histoire. On l'a fait un petit peu ce matin, mais je pense que c'est pas mal de remettre une petite définition, notamment, Vincent, la définition pour vous, avocat, du métaverse, pour savoir quand même de quoi on parle. Parce qu'on verra que c'est peut-être pas tout à fait la même que celle de Grégory Boutet de Kering ce matin, ou d'autres intervenants de ce matin. Merci beaucoup. Oui, nous les juristes, on est adeptes des définitions, comme vous le savez, parce qu'on aime définir l'objet sur lequel va s'appliquer des lois ou des règlements. Et donc, souvent, il y a beaucoup de confusion autour du concept du métavers ou des métavers. Il ne faut pas confondre le métavers et les métavers. Le métavers, c'est ce que les Américains appellent la nouvelle frontière, un peu comme lorsque Kennedy annonçait la conquête de la Lune, ou lorsque Al Gore parlait des autoroutes de l'information. Eh bien, c'est du même ordre.
ordre, en fait. Lorsque Mark Zuckerberg ou le fondateur de Roblox parle du métavers au singulier, il parle d'un vaste univers qui n'existe absolument pas aujourd'hui, qui est l'interconnexion de tous les métavers qu'ils sont en train eux-mêmes de construire ou que construisent les gens de la blockchain, comme Decentraland ou comme Sandbox. Donc le métavers, c'est vraiment un univers unifié, comparable à l'Internet, voilà, qui est donc l'Internet du futur, on a souvent tendance à le définir ainsi, et dans lequel cohabitent ces différentes galaxies que sont Roblox, et au sein de chaque galaxie, il existe des mondes, qui sont les mondes de Balenciaga, de Givenchy, de Dior et d'Hermès et bien d'autres. Donc il faut vraiment faire cette distinction entre le métavers et les métavers. Et ensuite, je crois que la définition sur laquelle tout le monde s'accorde, c'est une définition par les caractéristiques. En fait, on décrit plus qu'on ne définit. Et quelles sont les caractéristiques du métavers? Eh bien, elles sont plusieurs, combinées. D'abord, c'est une expérience en temps réel avec une notion de continuité. C'est-à-dire, lorsque je me déconnecte du métavers, le métavers continue. Premier critère. Deuxième critère, c'est une immersion complète en 3D. C'est-à-dire qu'il n'y a plus d'interface entre l'homme et son expérience. Alors, il peut y avoir encore un casque de réalité virtuelle, il peut y avoir l'Oculus, mais on est complètement immergé dans un univers, alors que ce n'est pas du tout ce qui se passe en matière d'Internet. Ensuite, on est sur un univers qui a son écosystème propre, avec la possibilité d'acheter et de vendre des NFT, avec sa possibilité de saisir des parcelles sur des Decentraland pour les métavers qui sont structurés par des blockchains. Ensuite, on a une interopérabilité, qui devrait permettre à l'utilisateur de transférer son sac à dos ou sa paire de sneakers d'un métavers à un autre. Et enfin, un critère très important, c'est qu'on est large scale. C'est-à-dire, lorsqu'on parle de Roblox, on parle, je crois, de 350 millions d'utilisateurs. Lorsqu'on parle du jeu Epic Games, on parle de 390 millions d'utilisateurs. Donc on est vraiment hyper large scale. Donc c'est ça qu'il faut avoir en tête, et c'est de ces critères que naît la définition du métavers. Mais je dirais, pour conclure, pour pas être trop long, que le métavers, c'est avant tout une expérience utilisateur qui est radicalement disruptive. Mais ça, c'est pas une définition juridique. C'est pas une définition juridique, bien sûr. Il n'y a pas de définition juridique, voilà, pour le moment. C'est bien ça la question, c'est bien ça le problème. Isabelle Franchet, comment on fait quand on est face à ça? Ouais, pardon, il n'y a pas un micro pour tout le monde. Quand on est face à ça, comment vous êtes vu chez Givenchy? C'est l'empêcheuse de tourner en rond, la mère protectrice, la vigie? J'espère pas. Non, je crois que comme tout nouveau territoire, toute nouvelle technologie, quand quelque chose démarre, les règles n'existent pas. Et donc, il faut s'appuyer sur les règles qui existent pour comprendre comment est-ce qu'on va pouvoir jouer dans ce nouveau monde, en attendant que les règles adaptées se créent. Et donc, non, c'est plutôt... C'était plutôt d'essayer d'accompagner la société pour tester ces nouveaux mondes de manière raisonnée, raisonnable, et apprendre avec eux comment faire au mieux. Alors, quelles règles s'appliquent aujourd'hui? Alors, Isabelle et puis Vincent. Alors, il faut voir qu'aujourd'hui, on a essentiellement des règles d'origine privée. Donc, c'est-à-dire les États ont été complètement pris de vitesse par les initiateurs des principaux métavers. Évidemment, on pense à Meta, on pense à Roblox et à tous les autres, à Fortnite, à tous les autres, qui ont imposé des conditions générales d'utilisation qui sont des extensions des conditions générales d'utilisation qu'elles avaient déjà, soit pour des jeux, soit pour des réseaux sociaux. Donc c'est une modernisation de leurs conditions générales existantes qui sont devenues la principale règle du jeu de ces nouveaux univers. Il faut savoir que ces règles du jeu, elles ont une importance fondamentale parce qu'elles vont régir plus de personnes peut-être que la Constitution française ou que même certains traités européens lorsqu'on se rapporte au nombre d'utilisateurs et qu'on a en tête par exemple le chiffre de 90 000 millions pour Fortnite. Donc ce sont des règles qui sont fondamentales. Et ces règles, elles sont essentiellement captées par le droit américain aujourd'hui. Donc la vraie question, c'est comment allons-nous faire, nous Européens, nous Français, pour faire en sorte qu'il y ait une petite place pour notre droit, une petite place pour nos valeurs, alors même que les grands acteurs, je dirais, certains sont des GAFAM, d'autres sont des futurs GAFAM,
ne s'accapare pas, je dirais, la construction de ce monde juridique et que ce monde juridique soit conforme aussi à nos valeurs. Au niveau européen, justement, puisque vous parliez à l'instant français-européen, Eric Peeters, vous êtes déjà emparé de la question de l'IA, l'intelligence artificielle, depuis 2018. Vous en êtes tous sur la question du métaverse. Quelle est votre position aujourd'hui? Comment vous regardez ces questions-là pour réglementer un petit peu tout ça? On disait les États sont à la traîne. Qu'est-ce que vous attendez? Vous êtes à quelle étape? Alors, je vais répondre, je vais essayer d'être court, mais peut-être de manière un peu indirecte. D'abord, en challengeant un peu ce que vous avez dit sur l'ordre juridique qui est là pour protéger. L'ordre juridique, il est aussi là pour permettre un développement, pour permettre ne pas simplement se protéger contre quelque chose qu'on subirait, mais pour être à l'origine de la forme que cette chose va prendre. Et je pense que c'est important parce que dans tout ce qu'on va faire, nous, en tout cas à Bruxelles, on a toujours cette volonté d'avoir une approche équilibrée, qui soit à la fois propice au développement, à la recherche, au développement de nouvelles innovations, de développer de nouveaux systèmes, de nouveaux écosystèmes, mais à la fois, effectivement, quand il le faut, de protéger les citoyens, la société, les entreprises. Alors où est-ce qu'on en est aujourd'hui ? Je dirais que, vous avez évoqué l'intelligence artificielle, je dirais que ça fait maintenant 15 ans qu'on est dans plusieurs vagues successives d'innovation technologique. Et donc, assez naturellement, d'ailleurs comme dans n'importe quelle révolution industrielle, vous avez une innovation technologique qui n'est pas comprise dans l'ordre juridique du temps. Et donc, il faut réfléchir et développer de nouvelles règles. On l'a fait pour protéger la vie privée. Ça a été un des grands acquis qui s'applique d'ailleurs à tout le monde, y compris aux acteurs américains qui développent des produits ici. Donc c'est quelque chose qui s'applique à tous. Et progressivement, on a une approche qui est fondée en fait sur plusieurs étapes simples. Première étape, on regarde, on discute, on consulte. On en est là sur le métaverse. Par exemple, vous avez pu entendre la présidente de la Commission, Mme von der Leyen, récemment indiquer qu'on suivait ça avec une grande intensité et qu'on était prêt à évaluer les opportunités et les défis. Le commissaire Breton a annoncé la création, il y a quelques jours, d'une coalition coalition industrielle pour étudier ces questions de réalité augmentée et de réalité virtuelle et qui va être lancée ce trimestre. Donc on en est dans cette phase où on consulte, où on regarde, où on essaye de définir un peu les grands ordres à la fois d'opportunités et de défis. Et généralement, comment est-ce qu'on procède ? On procède comme pour l'intelligence artificielle, comme pour le Digital Services Act, le Digital Market Act, on procède en évaluant les risques. Quels sont les risques au fond ? Ils sont où ces risques ? Quand vous regardez la proposition de réglementation sur l'intelligence artificielle, on définit des intelligences artificielles qui sont très risquées, voire interdites. On ne veut pas d'avoir des credit scoring comme en Chine. Il y en a d'autres qui sont risquées et qui demandent un certain nombre de règles, par exemple pour tout ce qui concerne le médical ou les recrutements. D'autres sont moins risquées. Donc pour le métaverse, quand on aura terminé cette phase d'observation, on va venir avec une grille de lecture. J'annonce rien, en fait, je vous dis simplement la démarche que l'on a en général et qui s'appliquera aussi au métaverse. Donc on aura probablement une grille de lecture comme en 2018 pour l'intelligence artificielle qui présente les grands enjeux d'opportunités, de challenge, et notamment aussi de renforcer aussi notre écosystème européen. Et donc on présentera ceci. Et donc si, dans cette analyse, on voit qu'il y a des enjeux qui nécessitent une réglementation, parce qu'on trouve que les acteurs ne développent pas des relations loyales avec les sociétés ou que des droits fondamentaux, des droits à la sécurité, des droits à la liberté d'expression, des discriminations, que de telles choses se passent dans le métaverse, alors dans ces cas-là, on prendra des règles et on agira. Et aujourd'hui, par défaut, du coup, quelles règles s'appliquent ? Les règles communes, on parlait du droit privé, mais les règles de concurrence, tout s'applique. Toutes les règles s'appliquent. Alors après, la difficulté, c'est de savoir, est-ce qu'il y a quelque chose de nouveau dans ces logiciels qui n'existe pas dans des logiciels existants. Pour l'instant, cette analyse n'est pas encore faite. Isabelle, donc vous passez votre temps à regarder la gestion des risques, en fait, sur ces questions-là. Surtout sur ces questions où, effectivement, on est dans un nouvel écosystème, on essaye de comprendre comment il fonctionne, et on connaît les règles applicables, on va dire toutes les règles qui s'appliquent, et on essaye de voir comment est-ce qu'on peut arriver à les combiner dans ce nouveau monde où
où donc ce monde virtuel où chacun a un peu une deuxième vie, on va dire. Est-ce que les plateformes actuelles, par exemple, exigent une identification très claire? Pas toujours. Or, nous, on a des obligations de know your customer. Donc, comment est-ce qu'on fait en sorte de savoir avec qui on va interagir? C'est des questions qu'on se pose, par exemple. Et puis, on rencontre des phénomènes qu'on a pu rencontrer au moment de la création de l'Internet, quelque part. Par exemple, si vous voulez, donc quand vous voulez interagir dans le métaverse, il vous faut un crypto wallet qui est votre portefeuille. Donc, on s'est dit, on va faire en sorte que notre crypto wallet s'appelle comme notre marque pour pouvoir être bien identifié, reconnu par les gens qui vont vouloir interagir avec nous. Et puis on s'est rendu compte que c'était pour l'instant quelque chose qui n'était pas du tout régulé. Donc quand on a voulu acheter, donc c'est juste comment est-ce que vous pouvez nommer de manière publique votre crypto wallet. On a voulu bêtement l'appeler Givenchy.eth parce qu'on était sur une blockchain d'Ethereum. Et là, on s'est rendu compte qu'il y avait déjà des petits opportunistes qui avaient réservé tout ça. Et comme c'est pas encore régulé, ce qui n'est pas le cas sur les noms de domaine aujourd'hui parce que ça a été régulé, sur un nom de domaine, vous pouvez le récupérer quand vous êtes titulaire de la marque. Là, il n'y avait pas moyen de le récupérer à part payer très très cher au petit malin qui l'avait récupéré. Donc, on a trouvé des solutions de contournement. Mais voilà, on est dans un nouvel écosystème qui n'a pas encore ses propres règles, qui va les avoir certainement, mais c'est vrai qu'on fait de la gestion de risque. Et du coup, est-ce que vous empêchez certains projets en disant c'est trop risqué, on n'a pas encore la solution? Empêcher, je ne sais pas. Il y a certaines limites qu'on a pu poser en disant là, on ne sait pas encore trop, il faut qu'on réfléchisse un peu mieux sur toutes les implications que ça peut avoir. Aujourd'hui, par exemple, on n'a pas encore... alors pareil, parce qu'il y a des nouveaux opérateurs qui se développent, mais la crypto-monnaie, c'est un vrai sujet. Parce que la crypto-monnaie, c'est quelque chose qui échappe à la régulation pour l'instant. Alors pas partout, elle a été interdite dans certains pays. Mais comment est-ce que, quand on est une société bien établie, est-ce qu'on n'accepte ou pas de la crypto-monnaie? C'est la question qu'on s'est posée. Alors finalement, comme il y a ce besoin, vous avez des intermédiaires qui naissent sur le marché et qui vous disent vous inquiétez pas, moi je vais gérer pour vous. Et puis finalement, je vous convertirai, je vous donnerai ce qu'on appelle la fiat, la vraie monnaie. Mais voilà, on essaye de voir quel est le cadre qu'on connaît bien et comment est-ce que ça fonctionne. Et les enjeux les plus difficiles, à mon sens, aujourd'hui, on n'a pas toutes les solutions, c'est la gestion de la donnée, avec toutes les données personnelles, avec toutes les réglementations auxquelles on est soumis, et ce côté un peu, pour l'instant, un petit peu opaque du métaverse. La crypto-monnaie, qui est un vrai sujet. On ne sait pas encore comment est-ce que... Enfin, on ne sait pas encore. On réfléchit beaucoup à comment est-ce qu'on peut agir de manière la plus sécurisée possible sur ces sujets-là. Et voilà. Après, ça permet d'autres opportunités. C'est-à-dire que c'est aussi... Enfin, je pense que Vincent en parlera, mais... la blockchain et donc plus généralement le Web.3 et la blockchain, c'est aussi des super opportunités de protection de nos créations notamment. Et c'est, on va évidemment en reparler. Juste un petit mot avant de parler de la blockchain et du Web3, on en reparlera aussi avec vous. Du coup, votre conseil quand même, c'est de revoir tous ces contrats et surtout de tout contractualiser quand on a comme ça certaines zones grises ou un certain flou. Oui, absolument. C'est-à-dire que je crois que le métavers, c'est le règne du contrat. Donc il y a des contrats qui se signent aujourd'hui énormément en lien avec le métavers. Et aujourd'hui, je crois que tout contrat de propriété intellectuelle doit intégrer une dimension métavers et NFT. En tout cas, il faut se poser la question. Et je crois que ce serait une faute aujourd'hui de faire un contrat avec un artiste pour exploiter son œuvre, je sais pas, en publicité, sans se poser la question, évidemment, d'une exploitation potentielle métavers et NFT. En tout cas, il faut poser le problème sur la table, parce que si on ne le pose pas aujourd'hui, eh bien, ça peut être un conflit pour demain. Alors, je voulais quand même donner une petite touche positive par rapport à la question de la loi, pas donner le sentiment qu'on rentre dans un Far West, une sorte de vide juridique. Aujourd'hui, les plateformes et les opérateurs de métavers sont hyper réactifs, je dirais, aux demandes des ayants droit. C'est-à-dire, lorsqu'on fait une notification d'atteinte à une marque, par exemple, à une plateforme de vente de NFT ou à un métavers, on a une réactivité exceptionnelle et une mise en conformité
hyper rapide. Pourquoi? Parce que ces plateformes, elles n'ont pas envie d'être le vilain petit canard, et elles ont envie d'être mieux disantes aujourd'hui, donc elles sont plutôt hyper diligentes en matière de respect des droits aujourd'hui. Donc ça, c'est une bonne chose. Premier point positif. Deuxième point positif, c'est que le législateur européen a été, je dirais, extrêmement visionnaire avec le Digital Services Act et le Digital Market Act, qui sont parfaitement adaptés aux problèmes que vont poser les métavers. Pourquoi? Pour la faire courte, le Digital Services Act, c'est la façon de gérer les notifications, je dirais, de comportements illicites, notamment auprès des plateformes. Et là, elles ont l'obligation de mettre en place des mécanismes efficients, ce qu'elles ont déjà fait, mais elles l'ont fait sous l'empire du droit américain, mais ça fonctionnera aussi sous l'empire du droit européen. Donc ça, c'est une bonne chose. Et puis, le Digital Market Act, c'est plutôt des problèmes de concurrence, et là aussi, c'est très bon. Ça leur impose une interopérabilité. C'est ce dont parle Mark Zuckerberg dans son discours inauguratif d'octobre 2021, quand il dit on va faire un grand métavers interopérable, il n'a pas le choix en fait. C'est pas son choix, c'est le droit de la concurrence qui lui impose l'interopérabilité et qui lui impose le partage des données entre exploitants de métavers, sinon il se placera en violation du droit de la concurrence et il sera démantelé, ce dont il n'a probablement pas envie. Voilà. Eric, Vincent a bien résumé. Non, très très bonne analyse. Je pense que ce qui est très clair, enfin, la chance que nous avons en Europe, c'est que la régulation de l'Internet, elle se fait ici. Hein. Et c'est vraiment quelque chose qui est même reconnu maintenant par les Américains. C'est-à-dire que, bien sûr, la plupart des grosses entreprises viennent des États-Unis, mais il n'empêche que la régulation globale qui se fait aujourd'hui de manière équilibrée, parce que, bon, bien sûr, je ne parle pas de la régulation chinoise, mais disons qu'une régulation moderne et équilibrée aujourd'hui globale, elle est faite chez nous. Et le DSA-DMA, donc, qui va rapidement se mettre en œuvre, hein, puisque c'est d'ici 2024, va être la référence pour l'ensemble des entreprises, y compris celles qui développeront du métaverse au travers de plateformes Internet, qui vont intégrer cette approche que je mentionnais, qui est à la fois une approche qui veut protéger les droits fondamentaux, notre capacité d'expression, la lutte contre la discrimination, les enfants, mais aussi permet un certain réajustement. Dans le DSA, tel qu'il a été construit, on va pouvoir ajouter, en fonction de l'évolution des technologies, de nouvelles normes. Et donc, c'est quelque chose qui est vivant. Et je pense que pour nous, l'enjeu, c'est de bâtir un cadre réglementaire qui permette à des jeunes startups de se développer. On ne veut pas taper ou les limiter dans leur développement, mais on veut aussi que les grands acteurs respectent des règles loyales et qu'on ne souffre pas de problèmes de concurrence, comme l'a évoqué Vincent. Permettre et protéger, exactement. Vous m'avez bien reprise là-dessus. Avant de venir au Web3 et aux questions de NFT, un mot a été soulevé, c'est la donnée, la multiplication des données. Et ça, Inès, vous surveillez ça de près parce que c'est bien le sujet qui vous inquiète et vous n'êtes pas la seule et finalement qui inquiète beaucoup de monde, sauf que vous en faites le porte-voix. Et heureusement, vous m'avez carrément dit en préparant l'émission, j'allais dire, oui, c'est une émission, le panel. Le métaverse, c'est un danger. La techno va plus vite que la législation. Et je vous laisse terminer parce qu'effectivement, il faut rappeler quelques chiffres quand même qui vous font bondir aujourd'hui. Alors, il faut aussi rappeler une autre chose, c'est que quand on a fait cet appel, j'étais sur un scooter électrique et j'étais très énervée et j'ai failli faire un accident juste après. Donc, mais là, tout va bien. Là, tout va bien. Je suis très sereine et reposée. J'ai mis mes pieds dans de l'eau à 22 degrés. C'était merveilleux. Et du coup, je suis venue pleine d'amour. Mais je suis quand même venue pour défendre le droit de la nature, le droit de la planète. Et puisqu'on parle des nouvelles règles, je pense que c'est important que cette voix soit représentée. Et pour ça, je remercie vraiment la fédération parce que c'était pas prévu que l'environnement soit là. Et finalement, ça a été un point d'honneur pour vous. Et je vous en remercie. En effet, donc les analyses sont très justes et très bonnes. Et vous parlez des droits finalement fondamentaux de la société dans un univers hypothétique. C'est important de rappeler que c'est une hypothèse, encore ce dont on parle. On n'a pas parlé des risques psychomoteurs et les risques psychologiques liés à la double vie, notamment chez les plus jeunes sujets liés à ces expériences-là. Et sans même parler de tout ça, moi je parle simplement de ce qui se passe sur l'environnement. Donc en effet, le métavers, c'est l'avènement d'un Internet en 3D, en temps réel, immersif, vous l'avez très bien dit, et permanent. Et ça, c'est très important de comprendre ça. Il y a beaucoup de gens qui disent « je ne comprends pas vraiment le métavers », c'est ce genre d'Internet-là. Et l'industrie du métavers aujourd'hui a une empreinte qui est double. Elle est à la fois énergétique et à la fois matérielle. Elle est énergétique notamment
sur la puissance de calcul qui est nécessaire pour construire les services, également le transfert de data, parce qu'on va y revenir, mais finalement c'est une industrie du streaming et c'est une Netflixisation, pardon, pour l'horreur grammaticale qu'on est en train de faire. Et puis l'empreinte matérielle, qui repose essentiellement sur l'obsolescence programmée de tous les appareils, les dispositifs, les accessoires qui vont être nécessaires pour le métavers, et l'exploitation des ressources naturelles et abiotiques qui permettent notamment la nanotechnologie qui font que nos appareils fonctionnent et que les serveurs fonctionnent aussi. Une fois qu'on a dit ça, peut-être rappelons, donc moi je vais m'exprimer sous 3 casquettes et c'est important de savoir qui parle. Donc je suis Inès Loinarduzzi, je parle en tant que présidente d'une ONG qui s'appelle Digital for the Planet, qui ne dénie pas le numérique mais qui souhaite en initier un futur résilient, aujourd'hui qui représente 80 000 membres dans le monde, 14 antennes en Europe et près de 200 000 personnes citoyennes qui nous ramènent du feedback et qu'on ramène à Bruxelles. Donc je ne parle pas qu'en tant que moi, mais en tant que de feedback et de retour qu'on reçoit de la part citoyenne. Je parle aussi en tant que maman d'un petit garçon de 3 ans qui va connaître que ça. Et puis je parle aussi en tant que directrice associée d'un bureau en stratégie artistique dans l'art contemporain. Donc parfaitement capable de comprendre les arts numériques et les enjeux de la création. Une fois que j'ai dit tout ça, revenons sur les chiffres. Donc en effet, donc j'ai pris des chiffres sur le trajet qui sont les plus récents. Donc rappelons que le numérique, aujourd'hui, l'industrie du numérique globale, c'est 4% des émissions de gaz à effet de serre. C'est une émission qui passe à plus 6% chaque année, c'est-à-dire que dans 10 ans, ça a doublé. Ça, c'est la première chose. C'est pas moi qui le dis, c'est des rapports très officiels qui ont été repris par l'État français. Intel, le fabricant de microprocesseurs, nous dit récemment, il y a quelques semaines, qu'il faudra multiplier par 1000 les capacités de calcul informatique pour fournir les services du métavers. Je ne parle même pas là du supplément de métaux rares qu'il va falloir aller chercher dans des lieux comme le Congo, comme la Bolivie, comme Dalahai en Mongolie intérieure, autant de zones que je suis allée visiter, sur lesquelles j'ai mené l'enquête dans un bouquin qui s'appelle Réparer le futur. Je vous invite, si ça vous intéresse, à regarder ce qui est écrit dedans, où on a de l'exploitation à la fois donc, du travail d'enfants, du travail de femmes en situation d'exploitation financière, sociale, et parfois dans certains pays, on a pu le constater de nos yeux, sexuels. Donc ça, c'est aujourd'hui ce qui permet d'avoir de super objets très intelligents dans nos poches. On a tous quelques grammes de Congo, de Bolivie dans nos poches. Une fois que c'est fabriqué, ces appareils-là, parce qu'aujourd'hui, aucun de nos appareils actuels ne peut supporter le Web 3, ces appareils vont coûter entre 2 000 et 5 000 euros. Et donc, c'est là la petite magie du truc, parce qu'on se dit, OK, on commence à comprendre que le numérique, ça coûte cher à la planète, on ne peut plus trop faire n'importe quoi. Ensuite, on nous dit, ça coûte très cher, 5 000 euros. Qui a les moyens de s'acheter un ordinateur qui puisse supporter juste le service d'aller s'acheter une paire de baskets sur le métavers? 5 000 euros, ça fait beaucoup. Donc, du coup, le petit tour de passe-passe, c'est que les grands big tech vont tout simplement loger les technologies dans des serveurs que vous pourrez streamer en temps réel et de manière permanente sur vos ordinateurs classiques. Ce qui fait que, dans les faits, on invisibilise encore cette industrie qui, finalement, a un impact très tangible sur la vie des gens et sur le futur de la société. J'ai plein de choses à dire, mais donc, en fait, finalement, la difficulté, c'est que le métavers, c'est la combinaison de tout ça, et c'est finalement le summum de consommation des données. C'est ce que vous avez expliqué, parce qu'on est en réel, en immersif et en multiplication des procédés. Est-ce que, justement, du côté de la régulation européenne, vous avez pris en compte, vous êtes en train de prendre en compte cette dimension-là, en se disant, permettre, protéger, c'est aussi, pourquoi pas protéger la planète, et peut-être essayer de réfléchir à cet aspect-là? Je pense qu'à Bruxelles, on est vraiment à la pointe de ce combat, avec la présidente von der Leyen, qui a, dès le départ de son mandat en 2019, a pointé ces deux grands défis, ce qu'on appelle les twin transitions, le numérique et le changement climatique. Et on pousse constamment les États membres et nos interlocuteurs à travailler pour ensemble réussir à, effectivement, tout ce que vous avez dit est vrai, ces 4% sont tout à fait vrais, et il faut qu'il y ait absolument énormément d'innovation, de réflexion sur le sourcing, donc avec toute une politique autour du supply chain, des éléments d'action. On a tout un ensemble de coalitions actuellement avec les industriels pour abaisser considérablement ce footprint. Donc c'est quelque chose qui est vraiment pris en compte, et je disais tout à l'heure qu'on avait été
pris par cette révolution technologique qui durait maintenant depuis le début des années 2000. Mais tout récemment, là, on a une nouvelle initiative qui va entrer en force donc en janvier, qui s'appelle le Digital Compass, qui vise 2030. Et dans 2030, on a des objectifs de durabilité, on a des objectifs de développement technologique, on a des objectifs autour de targets quantitatives, hein, que ce soit pour les formations, les supercalculateurs, des edge nodes maintenant qui vont être ces zones décentralisées, et tout ça avec une notion de sustainability, puisque les objectifs généraux de cette décade, de cette décennie, vont justement être de remplir ces objectifs. Pour ce qui concerne l'ensemble de la chaîne de valeur, il y a tout un travail qui est en cours justement pour essayer de réduire considérablement le footprint de ces technologies, et ça fait réellement partie de la priorité que nous avons avec Thierry Breton, qui l'a d'ailleurs mentionné dans récemment quand il a évoqué le métaverse. Mais on n'a pas encore la solution, dans le sens où voilà, c'est quelque chose qui est en cours, et comme pour beaucoup de secteurs industriels, c'est quelque chose qui va demander plus que des petits ajustements. Ça va demander vraiment un travail en profondeur. Inès. Merci. Alors, je sais que vous faites le porte-voix de Bruxelles et du commissaire Breton, et je vous en remercie. Vous avez dit le mot juste. Ce qui m'ébranle, moi, c'est qu'on parle de notion de sustainability dans ces enjeux européens. Il nous faut plus qu'une notion de sustainability, il faut en fait de la sustainabilité tout court. Aujourd'hui, je vais essayer de le faire de manière plus condensée. On a un enjeu sur... En fait, au départ, on a un Mark Zuckerberg qui est arrivé, qui a donné une conférence en ligne et qui a dit « On va créer un truc immense, un truc de fou, vous n'allez pas en revenir, il faut que vous nous suiviez tous ». En fait, il est en train d'attendre que nous fassions son lit pour pouvoir apporter son innovation. L'innovation, ça n'est jamais qu'une seule chose pour qu'elle soit possible. C'est d'abord le talent d'innovateur, on ne peut pas nier le talent de ces grands géants, le talent des innovateurs, donc une innovation, la régulation des marchés et que les citoyens jouent le jeu. Et en fait, on se rend compte que dans toutes les grandes innovations un petit peu contestables et puis qui font débat, on n'avait pas la coercition des trois. Donc d'abord, on a un mec qui est arrivé, qui nous a dit, en fait, je vais créer un truc, ça n'existe pas. Pour l'instant, on sait que ça passe pas parce qu'il faut pas se mentir. Ils le savent, on le sait, on a bien vu ça avec la députée Alexandria Ocasio-Cortez quand elle a épinglé Exxon et qu'elle a fait ce fameux article, vous pouvez regarder, hein, en 2019, ils le savaient. Exxon avait parfaitement réalisé qu'avec leurs agissements, on atteindrait les trajectoires environnementales que nous avons aujourd'hui. Ils ont fait le pari et le choix de les ignorer. Aujourd'hui, dans les grands immeubles de ces big tech, ce qu'il se passe, c'est qu'on regarde clairement la courbe environnementale sur l'enjeu de l'industrie métaversique. On la regarde, on se dit, OK, en fait, ça frotte. En fait, ça fait plus que frotter. En fait, ça passe pas. Mais en même temps, beaucoup de centaines de milliards de dollars, donc on va rien dire. C'est exactement ce qui se passe. En attendant, on est là en train de se demander quelle sera la régulation juridique de demain. Sauf que, on s'est rendu compte, je sais qu'ils y réfléchissent, je suis persuadée que M. Breton a qu'une envie, c'est un jour arriver à un consensus énergétique qui plaise à tout le monde, mais en attendant, on aura détruit beaucoup de ressources naturelles et abiotiques. On voit déjà que la maison brûle. On n'a pas les appareils qui font aujourd'hui, plus de 82% de nos appareils électroniques actuels ne sont ni recyclés, ni collectés, ni recyclés. C'est une incapacité technique qui est la nôtre. Il faut avoir conscience de ça. La question est peut-être, parce que je ne sais pas si j'aurai d'autres opportunités de parler, donc je préfère Inès, mais... Alors, du coup, j'arrête là et je vous donne la parole. Pas de souci, merci. Si, donnez-le à Isabelle, justement. J'avais une question pour Isabelle. Est-ce que, justement, pardon, je vous sors un petit peu de votre rôle premier, mais est-ce que ce sont des sujets aussi qui sont présentés aux directions RSE de Givenchy? Est-ce qu'il vous arrive, justement, de discuter, de se dire, sur ces projets-là, oui, il y a peut-être des questions juridiques qu'il faut regarder, mais il y a peut-être aussi des questions RSE? Alors oui, quand chez Givenchy, on est vraiment dans on a fait un petit projet NFT en test and learn pour essayer de s'éduquer en réalité, et le sujet environnemental a tout de suite été mis sur la table, et du coup ce qu'on a décidé pour ce micro projet, c'est que donc on a vendu 15 NFT pour être clair, c'est que le fruit de cette vente a été donné en totalité à
une ONG qui défendait la planète, Ocean Cleanup, pour pas la citer. Voilà, parce qu'on s'est dit on veut comprendre comment ça marche, on veut apprendre, mais on sait qu'il y a un sujet environnemental, donc ça a été notre façon on va dire de régler la situation. Moi, j'étais très contente parce que comme ça, on n'encaissait pas de crypto-monnaie, on a tout de suite donné de la crypto-monnaie à cette association, mais oui, bien sûr. Frédéric, vous tendez le bâton. Je suis désolée, et vous prenez la parole bien tard, mais vous allez l'avoir. Fondateur et président d'Ariani. Et vous me faites une super transition, en fait, tous. Voilà, c'est pour ça. Moi, je me repose sur vous. Quel talent. Donc, depuis 2018, en fait, vous proposez des solutions finalement clés en main aux entreprises pour la transition vers le Web 3. C'est une plateforme de gestion de NFT. C'est ça que vous proposez. Je vous laisse terminer. Alors, je vais juste reconnecter avec ce qu'on vient de se dire. Oui. C'est important de comprendre qu'il y a deux sujets qui n'ont rien à voir du tout, qui sont le métaverse d'un côté, le Web3 de l'autre. On l'a très bien dit en introduction. Merci de l'avoir noté. Voilà. Et c'est important de bien le comprendre parce que, en fait, Facebook, Meta, on l'appellera comme on voudra, entretient une espèce de confusion. Tu l'expliques extrêmement bien. Parce qu'on est arrivé à un moment où, en fait, le problème numéro 1 qu'on a dans le digital, c'est pas de s'inventer des mondes en 3D, c'est un problème de souveraineté numérique. Et ça date pas d'hier. C'est quelque chose qui grossit avec le temps. Qu'on soit un individu, qu'on pense à ses enfants ou qu'on soit une entreprise, on n'est pas en maîtrise de ces données. Et quand on dit ces données, c'est pas des objets en 3D. C'est qui je suis, où j'habite, ma position GPS, tout ça. Bon. Ce sujet-là, c'est un sujet qui a été visualisé depuis très longtemps. Les régulateurs ont travaillé sur le sujet. On se rend bien compte qu'en réalité, on ne peut pas arriver à comprendre ce qui se passe dans ces boîtes noires parce qu'elles sont beaucoup trop complexes et elles sont globales. Donc elles dépendent de régulations multiples et elles jouent ce jeu de ne pas se conformer avec grand-chose finalement et de continuer à travailler. Je vous rappelle que Facebook a eu des amendes, certaines de plusieurs milliards. Le jour où l'amende est tombée, l'action de Facebook est montée. On s'est dit finalement on peut se permettre de faire n'importe quoi. Tant qu'on paye, on peut continuer à bosser. Et donc il y a des gens qui s'intéressent à comprendre. Est-ce qu'il n'y a pas une autre solution que la réglementation? Est-ce qu'on ne peut pas simplement changer d'architecture et faire en sorte que le web ne soit pas systématiquement fait de plateformes qui sont dessinées toujours de la même façon? Je mets une base de données ici, je stocke un maximum d'informations sur mes utilisateurs, je traite cette information, et plus j'arrive à en extraire de connaissances, et plus je pourrai la monétiser. Ça, c'est comme ça que ça marche aujourd'hui. Et comme ces bases de données deviennent de plus en plus vitales, finalement, on a ces positions hégémoniques qui se dessinent. Il y a des gens qui se posent les questions en se disant est-ce qu'on ne peut pas changer d'architecture? Le changement d'architecture, c'est le Web 3. Le Web 3, c'est quoi? C'est de dire il n'y a plus de base de données au centre. Il n'y a plus besoin, en fait, pourquoi est-ce qu'il y aurait besoin de stocker à un endroit toutes les données de tous les utilisateurs du web? Pourquoi est-ce qu'on ne redonne pas la donnée à chacun? Ça, c'est le Web 3. C'est la réappropriation de ces données et donc de l'infrastructure qu'on utilise, qu'on soit une entreprise ou qu'on soit un individu. Donc ça n'a rien à voir avec le métaverse. Maintenant, là où ça se connecte très bien, c'est de dire, tu disais tout à l'heure, on a une seconde vie. En fait, on a une seconde vie, on en a même 3, 4, 5, 6. On a une vie sur Google, on a une vie sur Facebook, sur Instagram, qui ne sont même pas complètement connectés. Ils disent qu'ils le connectent, mais je ne suis même pas sûr. Et en fait, on a des identités propres sur chacune de ces plateformes. Et quelque part, tout ce qu'on construit à l'intérieur, c'est la propriété de la plateforme. Exemple, j'ai un compte Twitter, vous avez un compte Twitter, les entreprises ont des comptes Twitter, on paye pour avoir des followers, on se bat pour. Puis un jour, il y a Instagram qui sort, et puis en fait, on ne peut pas se servir de ce graphe qu'on a construit. Ça montre bien qu'on n'est pas en propriété de ses propres données. Dans un paradigme Web 3, c'est pas comme ça que ça marche. Paradigme Web 3, on dit chacun, dans son wallet, que tu mentionnais tout à l'heure, sur son téléphone mobile, stocke ses données. Alors ces données, c'est quoi? C'est effectivement mon graphe social. C'est important que je l'ai en maîtrise. C'est peut-être mes données de santé, puis peut-être que j'ai envie de les mettre sur un deuxième wallet, cela, parce que c'est pas très intéressant que ce soit mélangé avec le reste. J'ai peut-être un troisième wallet avec mes données professionnelles, et puis j'en fais autant que je veux, parce que c'est mes données et que j'en fais ce que je veux. Ça, c'est le Web 3. Donc ça n'a rien à voir. Et là où ça devient actionnable, pour le coup, pour les entreprises, parce qu'on parle beaucoup de problèmes, mais moi je vous parle aussi de possibilités d'action, c'est de s'y intéresser, c'est de comprendre que ça existe, et pourquoi pas de s'en emparer. Et c'est là où, alors, très modestement, on peut vous aider avec Ariani. Mais l'idée, c'est comment est-ce que l'on fait, quand on est une entreprise, pour s'affranchir de l'intermédiaire qu'on a, désintermédier sa relation, éviter d'avoir à stocker de l'information personnelle,
parce que finalement, le nom de ma mère pour récupérer mon mot de passe et mon numéro de téléphone, etc., juste pour m'abonner à un journal, ou parce que j'ai acheté une montre, finalement, est-ce que ça regarde vraiment la marque là où ça me met en danger? Peut-être pas. Mais par contre, ce qui est important pour une marque, c'est de pouvoir créer un canal de communication avec un utilisateur final qui est son client, qui n'est peut-être même pas celui qui a payé, parce que c'est peut-être de la seconde main, c'est peut-être un cadeau, et c'est d'arriver à créer cette relation-là. Aujourd'hui, avec les plateformes telles qu'elles sont faites, c'est simplement pas possible. Eh bien, dans l'univers du Web3, on peut donner une identité à chaque objet. Par exemple, c'est ce qu'on appelle un passeport digital. D'ailleurs, il y a une réglementation qui arrive en Europe qui s'appelle la Digital Passport Product, qui devrait arriver là dans les 2 ans qui viennent, qui va imposer de créer un passeport digital. Eh bien, on peut profiter de ce passeport digital pour créer un canal de communication direct avec un client et reconstruire une relation respectueuse. Et ça n'a rien à voir avec les problématiques de serveurs que tu mentionnais. C'est juste une façon de créer l'architecture d'un système d'information qui est différente. Et tu parlais de NFT. Je tutoie tout le monde, hein. Je me permets. Hein. Bon. On parlait de NFT. Le NFT, en fait, ça peut être de l'art digital, certes, mais c'est surtout la brique de base de la donnée. Donc ça peut très bien être une donnée personnelle que je stocke chez moi, qui représente des tas de choses, mon identité, la propriété d'un objet, le fait d'être venu ici, un ticket pour un spectacle, ma carte vitale, peu importe. Donc c'est ça, le Web3. Parfait. Donc lié au NFT. Entre autres, c'est un objet, en fait, c'est ce qu'on appelle des actifs numériques. La notion d'actif numérique, eh bien, c'est un objet digital que vous possédez, dont vous possédez plus exactement la clé d'accès. C'est pour ça qu'on appelle ça une clé privée. Il faut vraiment le voir comme une clé, hein, une vraie clé. Tant que je l'ai et que je ne l'ai pas partagé avec quelqu'un d'autre, je suis le seul à l'avoir. Je suis le seul à avoir accès à mon actif. Si je la partage, bon, ça c'est un autre problème. Et donc, dans ce paradigme qu'est le Web3, encore une fois, je n'ai pas un mot de passe et un login pour profiter, peut-être, si on me le permet, hein, des données qui m'appartiennent à l'intérieur d'une plateforme, mais j'ai ma clé d'accès directement vers des actifs qui m'appartiennent, qui ne regardent que moi, qui sont chiffrés au passage, donc on ne sait pas forcément à quoi ils servent, mais je suis le seul à en avoir le contrôle. Et c'est pour permettre effectivement d'identifier, d'authentifier sur la durée un produit qui est sorti de chez nous, par exemple. Alors, il y a plein de possibilités de le faire. Ça peut être une carte de membre, ça peut être effectivement l'ownership d'un produit, ça peut être une œuvre digitale. Hein. En fait, c'est la notion, et Grégory Boutel le disait très bien, hein, d'unicité d'un objet numérique qu'on peut rattacher à n'importe quoi. Donc n'importe quel contrat, n'importe quel papier qui prouve que. Donc le champ des possibles est très large. Mais c'est vrai que pour les marques, c'est assez logique de se dire, je peux mettre des points de fidélité sur une carte de membre virtuelle sous forme de NFT, je peux créer un passeport numérique sous forme de NFT pour mes produits. C'est une façon différente en fait de créer ce graphe social et ce graphe finalement dont on a besoin pour créer des services. Le passeport dont nous parlait Frédéric à l'instant, Eric, vous pouvez nous en dire un mot ? Alors, il s'agit, effectivement, c'est une initiative qui est in the making, c'est-à-dire que c'est quelque chose qui est en train d'être développé, mais l'idée, effectivement, c'est que, justement, pour passer de, comme disait tout à l'heure Inès, pour passer simplement de quelque chose d'un peu aspirationnel, un objectif, à des choses très concrètes, c'est justement établir de manière très concrète quelles seront les règles qui pourront être encadrées durant toute la vie de l'objet, c'est-à-dire sur un mode circulaire, de manière à ce que l'impact environnemental soit à la fois contrôlé et minimisé. Donc ça, c'est un exemple très concret qui montre qu'on peut, avec un peu de volonté politique de la part des co-législateurs, parce que nous, à la Commission, on fait des propositions, et après, c'est bien sûr aux législateurs de décider qu'on peut le faire. Moi, ce que je voudrais dire aussi, c'est qu'il y a deux choses importantes, peut-être pour les acteurs de la mode aujourd'hui. C'est que, vous avez la possibilité de contribuer à ces réflexions sur la réglementation. C'est-à-dire que ce n'est pas quelque chose qui est séparé de vous, extérieur à vous. Quand on consulte des industriels, on essaie de consulter le plus largement possible. Peut-être, regardez, moi je suis prêt à vous aider pour contacter qui de droit s'agissant de la coalition industrielle sur la réalité virtuelle, parce que ce sont des entreprises, hein, ce sont des groupements aussi parfois. Mais, des ONG aussi ?
il peut y avoir aussi des ONG qui sont consultées, pas forcément dans cette structure-là, mais dans d'autres structures. Donc, c'est l'opportunité, justement, à un moment où les choses ne sont pas très claires, à beaucoup d'égards, de porter aussi la voix du secteur pour porter la voix de vos spécificités. Et le deuxième élément, c'est que, un peu comme en écho de ce que disait Grégory ce matin, plutôt que d'attendre, il vaut mieux test and learn. C'est-à-dire, il y a plein de choses qui peuvent être faites dans certains domaines tels qu'ils ont été montrés. Nous-mêmes, au niveau européen, on essaye de soutenir des écosystèmes multi-pays, c'est-à-dire des collaborations entre différentes industries, différents écosystèmes, qui peuvent regarder ensemble comment concrètement définir des produits, des blockchains, des outils, y compris dans un objectif de développement durable, pour qu'ensemble vous ayez, et je pense que vous avez un avantage comparatif énorme en termes de contenu, au-delà des architectures, mais dans le contenu des choses, comme ça a été dit ce matin aussi, les secteurs artistiques ont quelque chose que les autres n'ont pas. Et donc, en matière de collaboration et de coopération, il y aurait beaucoup à faire aussi, à la fois en France, mais aussi en partenariat avec d'autres acteurs, pour développer des solutions très concrètes et qui, en plus, s'appuient sur vos savoir-faire et sur le contenu que vous pouvez développer. Justement, Frédéric, alors, je ne sais pas si vous êtes allé les voir directement, mais en tout cas, vous avez créé MetaCircle. Est-ce que... On a rejoint effectivement cette initiative. Vous avez rejoint MetaCircle avec The Sandbox et Artefact notamment. Ouais. Expliquez-nous, c'est un peu cette question-là, aller porter la voix de vos entreprises, en tout cas. Alors là c'était vraiment, c'est plus une collaboration technique, j'ai envie de dire. Ouais. Et effectivement, avec une application de ce que peut représenter un passeport numérique dans un métaverse, on a une demande du marché de permettre, à partir d'un objet physique, et donc ça, c'est votre collaboration avec Sandbox. Absolument, mais qui est au score en fait, de cette association. Et on s'est rapproché en effet des métaverses pour permettre simplement à ces passeports numériques de pouvoir exister, enfin de pouvoir faire exister des objets sous une forme virtualisée. Bon, ça c'est une capacité technique en réalité qu'on propose. Maintenant, sur le sujet de la représentation vis-à-vis des autorités, le projet Ariani donc, que j'ai monté, c'est avant tout une association de loi 1901 qui développe un logiciel open source. À l'intérieur de cette association, on reçoit toutes les bonnes volontés et surtout tous les membres qui souhaitent, bien sûr, évidemment, utiliser le protocole et la suite de logiciels qu'on a développé, mais aussi des gens qui voudraient s'y intéresser. Et effectivement, vis-à-vis de cette réglementation qu'on suit de très très près, qui est celle du DPP, qui va toucher toutes les marques pour le coup sur le territoire européen, on est ravis d'accueillir des marques pour venir discuter avec nous et puis comprendre comment on peut arriver à anticiper un petit peu les obligations qui vont venir et surtout transformer ces obligations en opportunité business. C'est-à-dire que si on est obligé de créer un passeport numérique uniquement pour se mettre en conformité avec la régulation, bon, de toute façon, c'est obligatoire, donc voilà. Mais si en plus de ça, on peut se servir de ce passeport numérique pour créer de l'interaction, finalement pour changer de paradigme de CRM, et puis peut-être pour créer des expériences, pourquoi pas dans le métaverse, peu importe, là, ça devient beaucoup plus intéressant et ça vaut le coup d'investir. Ce qui est intéressant, vous parlez tous les deux de collaboration, de co-construction. Il faut que les entreprises, que les institutions, que les États, que les ONG se parlent, Inès, et que les uns et les autres s'interpellent. J'ai vu que vous avez reposté sur LinkedIn une tribune à laquelle vous avez participé avec des développeurs de jeux vidéo pour appeler à la responsabilité des parties prenantes, justement. Et c'est important d'aller tous ensemble d'une même voix en disant que oui, des entreprises, des entrepreneurs du secteur portent cette voix-là aussi sur l'interpellation sur le changement climatique. Oui, tout à fait. Pourquoi est-ce que cette tribune s'adressait aux développeurs de jeux vidéo? Parce que le jeu vidéo, c'est un petit peu... si jamais, vous l'aurez tous compris, je ne le souhaite pas, mais si jamais le métavers demain devenait une réalité tangible et permanente, puisque c'est ce qu'elle propose, ce serait finalement... le jeu vidéo serait son ancêtre. Et les jeux vidéo, les experts des jeux vidéo, les concepteurs, finalement, sont très adeptes et très experts sur la conception 3D, mais aussi l'ergonomie, les arrangements sonores. Et donc, ils sont, depuis plusieurs mois...
débauché en masse des grandes entreprises du jeu vidéo par les grandes entreprises du métavers. Donc c'était important d'aller les alerter eux, parce qu'eux-mêmes ont vu, pour les plus jeunes générations et même celles qui sont médianes, ont vu des jeux vidéo être développés grâce à une puissance de quelques kilo-octets et passer à plus de 100 gigaoctets. Finalement, c'est une augmentation d'un facteur 1 million. C'est complètement déraisonné et déraisonnable. Ce que j'aimerais apporter comme regard, parce qu'en fait, l'expérience, ça va faire presque 10 ans que je suis dans le milieu associatif avec une casquette citoyenne, et ce que j'observe, c'est qu'on peut établir autant de chiffres qu'on veut, on peut balancer autant de choses catastrophistes qu'on veut, c'est pas forcément ça qui fait bouger. Et finalement, c'est ce que je vous disais aussi au téléphone, enfin ce que je te disais puisqu'on a décidé qu'on se tutoyait, c'est que j'entends que les personnes qui vont nous écouter aujourd'hui, qui nous écoutent maintenant, sont des personnes qui ont des casquettes comme directrice juridique chez Givenchy, chez Chanel ou bien dans d'autres grandes maisons. Et donc, c'est pas arrangeant ce que je dis, et je le sais. Et pourtant, j'aime bien être fun. Moi, je trouve que j'aimerais bien qu'on n'ait pas à soucier de l'écologie. J'aimerais bien pouvoir prendre autant d'avions que je veux. J'aimerais bien pas me soucier de... Ce serait tellement plus chouette que tout soit illimité, qu'on vive dans une planète où il y a rien qui s'épuise, mais c'est pas le cas. L'important, c'est que quand mon fils aura 15 ans, je veux quand il me dira, mais maman, en fait, qu'est-ce que t'as fait? J'ai envie de pouvoir lui dire, maman a fait ce qu'elle a pu. Et pour revenir aux gens qui nous écoutent avec leur casquette professionnelle, j'aime à penser, c'est un sujet qui me touche beaucoup, j'aime à penser que quand ils rentreront chez eux après cette expérience ici, redeviennent des mamans, des papas, des tantes, des oncles, et qu'en fait, même eux soient rassurés finalement par le fait qu'une jeune femme ait tenu ce discours aujourd'hui. Parce qu'il faut rassurer. Il faut bien comprendre, donc oui, les chiffres parfois ne parlent pas. Finalement, demain, aller sur une industrie métavers, décider qu'on va y vendre des expériences, qu'on va y vendre des chaussures, qu'on va y vendre, que sais-je, un déjeuner au restaurant avec un client qui habite à Shanghai. Finalement, c'est comme si vous décidiez de faire des Paris-Marseille en fusée avec une escale sur la Lune juste pour le kiff et l'expérience. C'est comme si vous faisiez de la Formule 1. Non, mais peut-être que ça parle plus que des chiffres. C'est comme si vous faisiez de la Formule 1. J'ai travaillé ça sur le trajet. De la Formule 1 pour aller chercher vos enfants à l'école. C'est exactement ce qu'on est en train de dire. Et je me permets juste cette petite chose. Moi, je viens du milieu de la haute couture et de la mode. J'ai fait mes classes dans de très grandes maisons et de très belles maisons, et j'en suis très fière. C'est un univers qui me plaît. J'ai fini dans l'art contemporain. Il me plaît, ce monde, parce que c'est un monde où le rêve de la haute couture, c'est un monde plus esthétique. C'est un monde, et si on le reprend au sens grec, l'esthétique, ce qui est bon et beau. Et c'est kalos kagatos, qui est une expression grecque qui veut dire que l'un ne va pas sans l'autre. Ce que j'aime dans le monde de la haute couture, c'est qu'on va chercher la contemporanéité des choses. Et être contemporain de son temps, c'est en faire la critique positive, parce qu'on est capable d'y voir à la fois l'obscurité et la lumière. Même si la haute couture s'inspire du passé et du futur, elle est dans son temps et elle s'en fait sa contemporaine. Les univers des big tech, et notamment plus précisément celui du métavers, et je conclus là-dessus, n'est pas dans le futur, contrairement à ce qu'ils veulent nous faire croire. Le métavers n'est contemporain de rien du tout. En fait, le seul idéal du métavers aujourd'hui et des grandes big tech, c'est qu'on reste sagement derrière nos écrans, parce que c'est là où nous avons tous intérêt à rester s'ils veulent gagner de l'argent. J'espère que les grandes maisons resteront dans cette contemporanéité de se dire, pause. On est vraiment en train de dire qu'on va vendre des chaussures virtuelles à quelqu'un de virtuel. En fait, j'aimerais juste qu'on médite là-dessus. Voilà. Merci. Merci. Frédéric, est-ce que ce que vous nous expliquiez tout à l'heure, justement, sur la configuration du Web3, sur les NFT, sur ces certificats, est-ce que ça peut permettre une plus grande durabilité, ou est-ce que ça peut se poser la question où finalement on est pris dans cette boule de neige? Alors, ça dépend ce que les marques vont mettre en place, évidemment, en face. Refiler la patate chaude, quoi. Non, pas du tout. je sensibilise. C'est un outil. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on fait rentrer des objets réels dans un monde numérique, des objets qui ne sont pas faits pour être connectés, un chapeau, une montre, il y a des montres qui sont connectées, mais pas toutes. À partir du moment où on les fait rentrer dans cet univers connecté, on crée la capacité de pouvoir communiquer avec son propriétaire, donc on peut tout imaginer. Donc on peut imaginer par exemple pouvoir inciter les gens à remettre
les affaires qu'ils ne portent pas sur un marché secondaire, donc à les revendre. On peut surtout, et alors ça fait partie des choses qui arrivent aussi en termes de régulation, il y a un droit à la réparation qui arrive au niveau européen, et il y a toutes ces problématiques à mieux documenter comment les produits sont fabriqués pour pouvoir mieux les réparer et mieux les recycler. Donc toute cette information qui n'existe pas en fait dans l'objet lui-même, parce que dès qu'on porte un vêtement, on va couper l'étiquette qui documente comment il est fabriqué. Toute cette information-là, le fait qu'elle continue à vivre tout au long de la vie du produit, ça va permettre des choses qu'on ne peut pas faire aujourd'hui. C'est-à-dire ça va permettre de les réparer et ça va permettre de les recycler mieux. Parce qu'aujourd'hui, un t-shirt qui arrive dans un centre de recyclage, quand il est en coton ou en synthétique, c'est pas possible de manière très rapide et industrielle de pouvoir faire la différence. Donc en fait, c'est pas recyclé. Ça, il faut le savoir. Donc pour qu'on arrive à mieux recycler et qu'on arrive à créer cette vraie économie circulaire autrement que sur du papier, il faut faire vivre cette information. Donc ce passeport numérique, entre autres, il permet ça. Donc, a priori, il permet quand même de créer un monde un peu meilleur. Alors, Eric, je crois que vous voulez réagir. Oui. Après, Vincent, je te passe la parole. Oui. Pardon. Oui, non, simplement pour dire qu'effectivement, je pense qu'il serait inconsidéré d'avoir une démarche un peu béate et positive sur le sujet. Et je pense qu'effectivement, c'est bien d'avoir des exemples qui nous montrent que parfois, il y a des voies qui sont pratiquement sans issue ou qu'on comprendrait moins bien. Mais il faut aussi voir qu'il y a des potentialités dans un contexte d'offres et d'instruments multiples. C'est-à-dire que le métaverse ne veut pas remplacer tout. Simplement, dans certaines situations, pour certains éléments, le fait qu'il y ait une coprésence, par exemple, réelle, par rapport à ce qu'on a aujourd'hui. Aujourd'hui, même si vous êtes en Zoom, vous n'êtes pas coprésent. Vous avez une interface. Moi, je peux très bien être en Zoom avec Pascal et puis faire autre chose à côté. Il ne s'en rendra pas compte si je suis un peu malin. Ce ne sera pas possible dans le métaverse parce que là, vous serez ensemble. Vraiment. Donc, j'imagine que pour un secteur où la coprésence est extrêmement importante, ça peut être quelque chose qui peut être exploité dans certaines conditions à certains moments. Si je prends l'exemple maintenant des digital twins, les jumeaux numériques, qui, en fait, historiquement, ont été les premiers pas du métavers. C'est Dassault Systèmes, qui était le leader sur ce développement de cette technologie, a fait ça au départ pour aider les constructeurs d'avions à mieux gérer leurs industries et les rendre plus efficaces. Aujourd'hui, des tels jumeaux numériques pourraient nous aider à construire des quartiers de ville beaucoup plus durables, beaucoup plus agréables, inclusifs. C'est des outils qui peuvent être formidables pour associer les gens aussi à des projets de développement. C'est des outils qui peuvent aussi nous permettre de faire mieux, c'est-à-dire de consommer moins d'énergie et moins de ressources. Donc d'une certaine manière, il y a tout ce travail qui doit être fait sur avec une certaine granularité de là où ça vaut vraiment la peine et de là où effectivement je n'irai pas déjeuner à Shanghai dans le métavers si c'est le coût d'un aller-retour sur la Lune. Vincent. Oui, moi je voulais dire en tant qu'observateur, avocat qui rencontre des clients qui ont tous des projets NFT ou métavers, je vois des raisons d'espérer. D'abord, sur un plan fonctionnel, quand on fait par exemple un digital twin d'une veste, eh bien on peut aussi imaginer que ce digital twin permet d'optimiser le type de textile qu'on va utiliser et d'aller vers des textiles plus éco-responsables. Donc là, on peut imaginer que toute la production va passer en mode vertueux, en mode éco-responsable, grâce à la technologie digitale. Donc ça, c'est un premier exemple. Un deuxième exemple, c'est Taylor Swift. Elle en a peut-être marre de passer 3 ans de sa vie dans un avion pour faire son tour du monde et qu'elle préférera peut-être faire son concert dans le métavers sans se déplacer. Alors on perdra un peu d'expérience, effectivement. Moi, je préfère l'avoir en vrai dans la fosse. Alors Jonathan Bellolo vous dira le contraire tout à l'heure. Voilà. Mais peut-être que, évidemment, il y aura eu une pollution, celle du métavers, mais il y aura eu aussi une économie qui sera celle des vols qu'on aura économisés pour Taylor Swift, pour les 300 personnes de sa suite. Donc les choses sont peut-être plus nuancées. Ça, c'est sur un plan fonctionnel. Et sur un plan technologique, mes raisons d'espérer, c'est quoi ? Bien, c'est la nouvelle récente que vous avez certainement vue sur l'Ethereum, qui a changé donc son système de calcul, donc, et qui a réduit, d'après les experts, de 99% son empreinte carbone. Donc ça, c'est une raison d'espérer. Et puis, il y a aussi des gens qui utilisent ces technologies qui sont archi-mobilisés sur le vert, et j'en parle à titre personnel parce que moi je suis très concerné, je suis obsédé par les arbres et les fleurs, et on a bâti une technologie blockchain, bitcoin, de protection des créations et des innovations qui est éco-responsable. Alors comment on a fait ? En fait,
ce que je veux dire par là, c'est qu'il y a des réponses technologiques. Eh bien, on a, pour faire court, au lieu d'inscrire une preuve d'une robe dans la blockchain, eh bien, on les inscrit par paquet de 100, par paquet de 200. Et ce faisant, en inscrivant par paquet de 100, on divise par 100 ou par 200 notre empreinte carbone. Et on a calculé que notre empreinte carbone, elle était l'équivalent d'un post sur Instagram ou de 2 posts sur Instagram. Alors, c'est pas encore la panacée, on peut encore faire mieux, mais je veux dire, je pense qu'il nous appartient à nous tous, nous les juristes, vous les entrepreneurs, d'être évidemment responsables, et vous l'êtes, et de penser à des solutions technologiques qui soient résolument vertueuses. Donc ça, c'est obligatoire. Je crois qu'on n'a pas le choix, et on adhère tous, bien sûr, à votre discours, parce qu'on est tous des parents, et vous nous avez évidemment touchés, et on est à 100% derrière vous. Mais sauf que je pense que la technologie peut nous y aider. Oui, rapidement. Oui. Je veux juste réagir. Alors, comme j'ai bien précisé l'objet de l'ONG que je représente aujourd'hui, qui est d'initier. Je ne suis pas contre le numérique. Je ne suis pas même pas pour du low-tech, je suis pour du right-tech, même si je devais bien le dire. C'est plutôt que du high-tech, faire quelque chose de plus juste. Ce que vous dites, je l'entends. Juste un rappel, parce que c'est important à ce stade. Dans vos calculs, et j'entends toute la bienveillance et le bien fondé et l'envie, et j'entends, moi j'adorerais que tous ces discours soient parfaitement justes, sauf qu'en fait on ne prend pas en compte les scopes 2 et 3, on ne prend pas en compte l'effet Joule, l'effet rebond de surconsommation. Et pour rappel, et ça va vraiment durer moins d'1 minute, la pollution numérique, pour faire des infrastructures comme celle-ci, je vais parler simplement de l'usage puisque c'est ce dont on parle, donc les serveurs. Les 800 centres de stockage de données qui sont en Californie. Vous avez dit une chose intéressante, vous avez dit que c'était l'équivalent, on a calculé, de 2 à 3 tweets sur Instagram. Alors moi, ça m'intéresse parce qu'avec Guillaume Pitron, qui a écrit La guerre des métaux rares, qui est un grand journaliste et enquêteur sur le sujet, qui est un ami et une personne avec qui je collabore, on a écrit des bouquins là-dessus, on a cherché dans le monde entier. Les informations sont tellement opaques qu'on ne sait pas combien coûte le prix. Avec joie. Donc ça, c'est le premier. Sur les... Avec joie. Mais la deuxième, on a tout et son contraire. C'est vraiment un festival de chiffres et données sur Internet. Mais voilà, ça c'est le petit point. Le deuxième point, c'est sur le plan des usages. Les 800 centres de stockage de données en Californie, les seuls que j'ai pu aller observer, et avec des journalistes sur place et des enquêteurs, on a pu un peu faire un point. Ça représente juste en énergie d'eau, et là je ne parle même pas d'énergie fossile, ça représente l'équivalent de 158 000 piscines olympiques juste pour refroidir les appareils via les climatisateurs. 158 000 piscines olympiques, c'est nos besoins en eau pour 2 ans, c'est pour 1 année les besoins en eau de 3 hôpitaux haïtiens. Ça, mis en parallèle avec le fait qu'aujourd'hui, il y a 4,7 milliards d'êtres humains dans le monde qui sont en précarité hydrique. Il y a 700 enfants. Aujourd'hui, on passe une très belle journée. Et pardon pour plomber l'ambiance, mais il y a aujourd'hui 700 enfants, c'est un chiffre de l'ONU, qui vont mourir aujourd'hui parce qu'ils ont des diarrhées, parce qu'ils ont bu de l'eau sale. Aujourd'hui, l'industrie numérique utilise de l'eau claire. J'entends qu'il y a plein de choses merveilleuses à faire, ne serait-ce que d'apprendre à un enfant, à un étudiant en Afrique qui ne pourra jamais voyager, à comment opérer grâce à des outils tech et pour pouvoir faire des miracles dans son pays ensuite, c'est merveilleux. L'éducation, la médecine, vous avez parlé de choses exceptionnelles et ces choses-là, je les soutiens. La blockchain, je trouve que c'est la meilleure invention depuis Internet parce qu'elle permet un vrai progrès social. Maintenant, mon enjeu, et je termine premier là-dessus, ce n'est pas de dire non à la tech, c'est de dire qu'est-ce qu'on veut en faire. J'ai l'impression que l'industrie du luxe, c'est pas qu'elle se dit il ne faut pas louper le train. Parce qu'il y a un complexe de quand l'arrivée d'Internet est arrivée en 2008, on s'est dit oh là là, moi je me rappelle, j'y étais. Dior, ils m'ont dit fais-nous un truc numérique. Ils m'ont dit c'est un truc vulgaire, ça va passer, on n'a pas le temps. Et finalement, aujourd'hui, ils se disent attends, on nous parle de métavers, je m'en fous de savoir ce que c'est, je m'en fous de savoir ce qu'on y fera, mais on y va. Donc il y a un côté, vous savez, les Américains disent beaucoup ce truc if you're not the asshole doing it, another asshole will do it. Si vous n'êtes pas le connard qui le fait, un autre le fera. Et en fait, j'ai l'impression, mon Dieu, ne faisons pas ça. Voilà. Merci. Merci. Isabelle. Droit de réponse, Isabelle. Est-ce que c'est comme ça qu'on voit les choses chez Givenchy? Je pense que c'est très juste ce que vous venez de dire, c'est-à-dire qu'il y a peut-être un peu de précipitation dans le sens de se dire on a mis du temps à se mettre sur Internet et ce qu'il ne faut pas qu'on se... Mais vraiment, je ne pense pas qu'on se précipite, enfin en tous les cas, je parle de ce que je connais. On observe beaucoup.
on a beaucoup de débats en interne sur à quoi ça sert, et finalement, on est tous à se dire qu'il faut qu'il y ait du sens à tout ça. Et j'entends aussi ce que vous dites sur... je pense qu'on fait la confusion entre le Web 3 et le métaverse. Et le métaverse, c'est vrai que ça questionne sur est-ce que ça sert vraiment... Est-ce qu'il y a ça une vraie utilité? Et ça, il faut qu'on y réfléchisse. Mais comme vous le dites très justement, la blockchain, c'est un outil formidable. C'est quelque chose qu'on utilise de manière... et même en tant que juriste, je trouve ça formidable, c'est vous dire. C'est un outil qui permet de protéger et de rémunérer à leur juste valeur les travaux artistiques. Donc, il y a quand même beaucoup de positifs dans tout ça. Je peux essayer de... Et puis ce que vous me disiez aussi, c'est que toutes ces questions de réglementation, c'est ce qu'on a vu, on parlait d'Internet, par exemple, c'est que ça va se réguler petit à petit, il va falloir un petit peu de temps. Pour l'instant, on est sur quelque chose de naissant, mais on l'a bien vu, les uns et les autres, vous êtes dans la recherche, vous avancez pas à pas, et finalement, sans doute qu'à un moment donné, ça va se tasser, ça va se réguler tous ensemble. Il nous reste 4 minutes et je sais qu'il y a peut-être des questions, des remarques dans la salle, donc on va peut-être pouvoir prendre, mais je sais, j'allais passer la parole à Samira, je lui amène tout de suite un micro. Voilà, on peut regarder, vous restez bien avec nous, messieurs, dames, je vous remercie après, merci Sophie. Voilà, Samira. Merci. Alors, pour boucler un peu avec le sujet de la table ronde, qui était quand même la régulation aussi, oui. Et je répondrai aussi un petit peu à Inès sur toutes les bonnes remarques qu'elle nous a faites. On a parlé de la régulation en expliquant qu'il y avait les États qui régulaient. Les États, quand je dis les États, c'est les organisations étatiques. On a également les sociétés qui proposent les plateformes, qui proposent des règlements intérieurs à leur plateforme. Mais on a oublié un troisième acteur fondamental de cet univers qu'est la blockchain, et dont un des applicatifs est le métaverse, c'est la base, c'est-à-dire le peuple, c'est-à-dire le monde entier. Et on a des organisations qui s'appellent les DAO, Decentralized Autonomous Organization, et c'est peut-être la solution, en fait, pour reconnecter les valeurs qu'on essaye tous de défendre en réalité. Bon, là, je prends ma casquette, j'ai plusieurs casquettes aussi. Je suis négociatrice climat pour l'ONU et je suis blockchain expert. Et je suis pas schizophrène. Et il faut se dire aussi que la base, donc les DAO, sont à l'origine, sont à la manœuvre actuellement. Alors tout est effectivement très expérimental, tout est effectivement encore non abouti, on est dans des recherches de modèles, on est dans des recherches d'usage, on ne sait pas en réalité ce que va être le métaverse, on est en train de faire des tentatives de métaverse, mais on ne sait pas ce que ça va donner. Et peut-être que, moi je suis un peu de l'avis de notre expert juriste, moi je suis optimiste, peut-être que c'est la base qui va donner la nouvelle donne. Parce qu'on a quand même pas mal de signaux, si on fait un peu de sémiologie, on a un petit peu de signaux positifs qui font que les utilisateurs, les artisans de ces univers-là, ce ne sont pas que les grandes sociétés. C'est aussi les développeurs, tous les gens qui sont sur la blockchain actuellement. Et donc, il faut pouvoir se dire que ces gens-là sont aussi motivés par des valeurs qui ne sont pas celles de détruire la planète. Et il faut se dire aussi que ces outils, parce que la blockchain, comme le métaverse, comme les NFT, ce ne sont que des outils. Avec un marteau, on peut construire une maison et on peut amocher quelqu'un. On peut faire les deux. Donc pareil, là, on peut faire quelque chose de positif et donner aux créateurs des espaces de création qui ne sont pas ceux qu'on a connus, qui ne sont pas standards, qui peuvent être nouveaux, des espaces de financement de leur création, qui sont aussi des nouveaux modèles et qui ne seront pas ceux qui seront dictés par les ce ne sera pas top-down, ce sera l'inverse. Et donc, il faut rester positif, je pense, parce qu'il y a énormément d'applications de ces outils qui ne sont pas désastreux.
Voilà. Mais merci beaucoup, Samira. Est-ce que quelqu'un veut réagir à ça ou... Juste que ça rejoint tout à fait ce que je disais tout à l'heure, dans le sens où si on veut ne pas subir un environnement ou des instruments qui sont définis par d'autres, participons à leur mise en place avec nos valeurs. Et je pense qu'en Europe, on est bien placé justement pour avoir de plus en plus une préoccupation très forte sur le développement durable, dans tous les aspects sociaux et environnementaux. Et c'est là où c'est justement en ayant ces interrogations, mais en essayant de faire des choses, qu'on va réussir à peut-être changer le curseur. C'est pas en laissant effectivement d'autres le faire pour nous, qu'ils soient à Shanghai ou bien ailleurs. Est-ce qu'il y a une dernière question ou remarque dans la salle? Non. Oh non, t'as plus de travail là, Sophie, c'est terminé. Non mais du coup c'est pas mal parce que vous avez parlé de création, donc ça me fait la transition pour la prochaine table. Merci beaucoup Samira. D'abord on remercie Eric, Frédéric, Vincent, Isabelle et Inès. Merci infiniment à tous les 5.